Bonjour Sébastien Lévy. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, correspondant de Radio J aux États-Unis. Gros plan avec vous sur les enjeux de la visite aux États-Unis aujourd'hui de Benjamin Netanyahou, marqué par une nouvelle entrevue avec Donald Trump, le Premier ministre israélien, qui souhaiterait tout particulièrement insister, il l'a dit juste avant son départ lors de cette rencontre, sur le dossier iranien. Il se dit qu'il pourrait présenter de nouveaux éléments sur l'avancée des programmes balistiques et nucléaires iraniens. Qu'en sait-on exactement, Sébastien Lévy, d'abord sur ces points de renseignements qui seraient présentés tout à l'heure au président américain? Honnêtement, je pourrais pas vous donner d'éléments additionnels par rapport à ce que vous avez dit. Ce qui est le plus important, je pense, pour le Premier ministre israélien, c'est de renouer le dialogue officiel avec Donald Trump. On sait qu'il y a eu un certain nombre de tensions, et je pense que c'est aussi important de renouer le dialogue sur ce sujet particulier de l'Iran, de montrer en fait qu'Israël n'est pas isolé, n'est pas ce qu'on appelle sideline, c'est-à-dire qu'Israël est dans la pièce, peut prendre des décisions, a des éléments d'information. On sait que le Premier ministre israélien voudrait que les Américains reprennent la guerre, en tout cas des éléments assez forts de la guerre, en tout cas pour affaiblir le programme nucléaire iranien. Donc je pense que c'est juste le fait qu'il y ait cette rencontre est extrêmement important politiquement et diplomatiquement pour le Premier ministre israélien. Donc Benjamin Netanyahou va tout à l'heure pousser en faveur sans doute d'une reprise des affrontements entre Washington et Téhéran après 3 jours à peu près de pause, certes relative, avec quelques incidents, notamment à la frontière entre la Jordanie et Israël. C'est le credo qu'il va porter tout à l'heure. On peut le penser, ou alors, à défaut, en tout cas, de dire au président Trump de bien vérifier que le Memorandum of Understanding, donc le mémo qui a été signé par Donald Trump, soit appliqué et même renforcé, parce qu'on sait qu'Israël n'était pas extrêmement satisfait par ce que le Trump avait signé. Donc je pense que c'est important, c'est un moyen pour Benjamin Netanyahou de reprendre langue avec Donald Trump et de rappeler les lignes rouges de l'État d'Israël qui ont eu tendance à être un petit peu, je dirais, délaissées par Donald Trump dans les derniers mois. Donc je pense que c'est plutôt un programme global. Donc, à défaut de reprise de la guerre, en tous les cas, prise en compte des intérêts stratégiques de l'État d'Israël, c'est extrêmement inquiet, donc des concessions qui ont pu être faites par les Américains aux Iraniens. Sur la forme, Sébastien Lévy, est-ce que la durée de l'entretien entre les deux hommes, entre les deux dirigeants, tout à l'heure, aura son importance? Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait observer. Vous avez raison. C'est aussi, je pense, le langage corporel des uns et des autres. Est-ce que vous aurez aussi des signes d'amitié qui seront faits? On sait que c'est important, c'est très important pour Benjamin Netanyahou en campagne électorale de montrer qu'il a l'oreille du président Trump, que Donald Trump est son ami. Donc on peut s'attendre de la part de Benjamin Netanyahou à beaucoup de louanges envers Donald Trump, le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu, etc. Il l'avait déjà dit. Donc je pense qu'on peut s'attendre à ça. Mais ce sera intéressant d'observer comment Donald Trump, lui, va traiter Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'il va le traiter en ami? Est-ce qu'il va essayer de l'aider? Ou est-ce qu'il va peut-être se moquer de lui? On sait qu'il est capable de ça, voire être plus agressif, ce qui est quand même assez peu probable. Donc je pense qu'il y aura effectivement la forme, vous avez raison, est extrêmement importante. La durée, mais aussi les propos qui seront faits, je dirais, hors fond du problème, et puis le langage corporel. Tous ces éléments, je pense, seront extrêmement étudiés, surtout en Israël, plus encore qu'aux États-Unis. Et est-ce que vous pensez, Sébastien, que Donald Trump pourrait, cette fois encore, apporter publiquement son soutien à Benjamin Netanyahou pour les prochaines élections générales en Israël à la fin du mois d'octobre? On sait qu'il s'y est refusé jusque-là. Il a beaucoup parlé de Netanyahou comme un excellent chef de guerre dans le passé, mais jamais en tout cas ces dernières semaines, sans jamais le présenter comme celui qui, à l'avenir, pourrait justement continuer à diriger Israël. C'est aussi ça que vient chercher peut-être Benjamin Netanyahou? C'est sans doute ce que vient chercher Benjamin Netanyahou, avec peut-être une petite réticence. Ça aurait clairement été ce que Netanyahou serait venu chercher il y a 3 mois, parce que Donald Trump était extrêmement populaire en Israël. Il est un peu moins aujourd'hui, donc il y a un petit peu moins d'intérêt, mais il continue d'y avoir un intérêt. En revanche, Donald Trump, vous savez, il ne faut jamais oublier que Donald Trump, il aime les winners. Il a une loyauté assez limitée. Il voit bien les sondages, il voit bien que Netanyahou est en grande difficulté. Et donc, on ne sait pas si Donald Trump sera prêt à apporter son soutien à quelqu'un qui a en tout cas des chances de ne pas être réélu en octobre prochain. Donc il est possible qu'effectivement il se contente de dire c'est un super chef de guerre. En revanche, enjoindre les Israéliens à le réélire, pas certain qu'il aille jusque-là, puisque encore une fois, Donald Trump ne veut pas être du côté des losers. Pour lui, c'est vraiment quelque chose qu'il déteste par-dessus tout.
On mentionnait tout à l'heure, Sébastien Lévy, les nouveaux éléments du renseignement israélien qui pourraient être présentés tout à l'heure à Donald Trump par Benjamin Netanyahou. Est-ce que Donald Trump pourrait y être particulièrement sensible, ou est-ce que finalement les doutes posés par certains de ses conseillers ces derniers jours, ces dernières semaines, mais aussi par de hauts responsables militaires américains, notamment sur la question du stock d'intercepteurs disponibles, conditionnent finalement bien davantage les orientations à venir de l'administration américaine devant l'Iran? Alors, vous avez raison, il y a effectivement ce que pensent ses conseillers. Puis il y a aussi, tout simplement, chat échaudé, vous savez, craint l'eau froide. Vous savez, il y a, malgré tout, Trump, à tort ou à raison, a l'impression peut-être que Netanyahou lui a vendu un scénario de guerre un petit peu trop favorable en février, avec notamment le renversement de régime. Il est possible donc que Donald Trump aujourd'hui soit un petit peu plus dans la prudence. On se souvient ce que Marco Rubio avait dit de régime qui devrait avoir lieu extrêmement vite, il avait dit it's bullshit, c'est-à-dire non, ça n'arrivera pas. Et puis, il faut pas oublier non plus que Donald Trump a lui aussi des échéances électorales. Et donc, peut-être qu'il pourrait croire un certain nombre d'éléments que pourrait Netanyahou, mais il va être extrêmement prudent. Et puis, il ne faut jamais oublier le contexte général. Trump veut éviter de rentrer en guerre de nouveau de manière massive. Des frappes locales, oui. Une entrée en guerre complète, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour tous ces éléments, il est possible qu'il écoute Netanyahou. En revanche, qu'il entende exactement ce qu'il a à lui dire, ça pourrait être partiel, mais je pense qu'il y a quand même un degré de confiance qui a été cassé depuis février, le fait ne se soit pas passé comme Netanyahou avait dit qu'elle se passerait. Alors le vice-président, on l'a pris tout à l'heure, J.D. Vance, devrait participer à la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump tout à l'heure. C'est aujourd'hui le membre de l'administration Trump le plus critique, pour ne pas dire le plus hostile, à cette ligne israélienne sur l'Iran, mais aussi peut-être sur d'autres dossiers régionaux. Alors, c'est dossiers régionaux et puis dossiers internationaux. Vous savez, J.D. Vance, il a dit il y a quelques mois, pour lui, le bilan le plus positif de son action et de l'action du gouvernement américain, c'est d'avoir arrêté l'aide à l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que J.D. Vance est un isolationniste total. On a souvent dit de cette administration qu'elle était isolationniste avec un astérisque, avec notamment Israël. Il n'y a pas d'astérisque pour J.D. Vance, il est isolationniste. Et puis, on va le dire, il a clairement une position très très critique envers Israël, qui confine à l'antisémitisme. Il parle quand même d'influence du lobby israélien sur les hommes politiques, américains. Il a aussi rejeté la responsabilité de l'échec de l'accord actuel sur le lobby pro-Israël. Donc il y a quand même des propos qui sont extrêmement tendancieux de la part de J.D. Vance. Il y a clairement une ligne isolationniste et avec en plus une hostilité à thème envers Israël. Donc oui, le fait qu'il soit dans la pièce, effectivement, ça n'est pas une très très bonne nouvelle. On verra si J.D. Vance sera capable d'adoucir un peu son ton, mais il a clairement choisi son combat aujourd'hui. Il voit les sondages, il voit notamment qu'il y a une désaffection des jeunes républicains envers Israël, et il a clairement décidé de se positionner sur cette ligne pour son avenir politique après le départ de Donald Trump. Alors voilà pour J.D. Vance. Du côté maintenant des autres acteurs de cette crise, les États du Golfe, dans quelle mesure, qu'il s'agisse d'Oman, du Bahreïn, mais aussi de monarchies plus critiques, traditionnellement de Téhéran, comme les Émirats arabes unis, dans quelle mesure ces États poussent-ils aujourd'hui les États-Unis à trouver un nouvel accord avec l'Iran pour revenir à minima au mémorandum signé le 17 juin dernier? Sébastien Lévy. Alors, ce qui est sûr, c'est que les États du Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite, a évidemment une énorme influence sur Donald Trump, ça c'est très important de le rappeler, et eux sont extrêmement perturbés, leur économie, leur attractivité est extrêmement aujourd'hui perturbée par cette guerre, et donc ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait une pacification de la région, et donc ils enjoignent les États-Unis à ne pas rentrer totalement en guerre. Enfin, a priori, c'est plutôt ça qu'ils se jouent, parce qu'en même temps, ils veulent aussi un vrai affaiblissement de l'Iran. Donc il y a une espèce de paradoxe aussi chez eux, et notamment chez les Saoudiens. Donc oui, il y a clairement cette volonté aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu récemment, ils ont peu répondu aux attaques iraniennes parce qu'ils ne veulent pas un embrasement général. Et ce qui est sûr, c'est que Donald Trump est très sensible évidemment aux arguments des Saoudiens notamment, mais aussi des Qataris et des Émiratis qui, on le sait, ont beaucoup investi aux États-Unis. Et ça, c'est un facteur qui est très important pour Donald Trump, qui a souvent tendance à plus écouter ces partenaires-là qu'Israël. Et on l'a vu récemment avec l'accord sur le civil nucléaire saoudien, avec les Saoudiens, qui là aussi n'est pas une excellente nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas extrêmement clair si c'est lié ou non à l'entrée de l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham. En tous les cas, ça montre vraiment le poids très important de l'Arabie Saoudite aux États-Unis. Je termine là-dessus. On parle beaucoup d'un lobby israélien en fait qui dicterait la politique américaine. Ça, c'est dans les cercles antisémites. Mais clairement, aujourd'hui, ce qui a plutôt
plutôt tendance à gagner à Washington, c'est beaucoup plus l'influence qatari et saoudienne que plutôt l'influence israélienne. C'est aussi ça que Netanyahou va essayer de contrer dans son voyage aujourd'hui. Est-ce que Donald Trump pourrait mettre en difficulté Benyamin Netanyahou en lui demandant surtout tout à l'heure des gestes concrets sur la présence israélienne au sud Liban ou en Syrie plutôt qu'en le suivant sur cette orientation qu'on anticipe d'une intensification des combats avec la République islamique? Ça fait partie effectivement des grandes inconnues. On le sait, Donald Trump a reçu le président libanais. Il a dit qu'il serait éventuellement prêt à parler au Hezbollah. Donc il y a quand même une notion d'imprévisibilité très forte avec Donald Trump. Et puis il ne faut jamais oublier la dimension psychologique chez Donald Trump, au-delà de la dimension politique. Il l'a dit publiquement, c'est moi qui décide. Si je dis à Netanyahou de faire quelque chose, il y a de temps en temps chez Trump, y compris avec ses alliés, la volonté d'une certaine humiliation pour rappeler qui est le boss. C'est assez trivial en fait ce que je vous dis, mais il y a quelque chose d'important chez lui. Et il n'est pas impossible que, notamment sur le dossier libanais, je pense qu'il a eu il a été très content de sa rencontre avec le président Aoun, et il n'est pas impossible effectivement qu'il fasse une certaine pression sur Netanyahou, comme il l'a déjà fait. On se souvient de son tweet incendiaire lorsque les Israéliens allaient frapper de nouveau l'Iran en juin 2025, par rapport à Gaza également. Donc ça n'est pas impossible que publiquement Donald Trump décide de reprendre la main. C'est aussi pour lui une manœuvre électorale de montrer à son électorat: c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Donc oui, ça n'est pas totalement exclu et c'est clairement un scénario que redoute le Premier ministre israélien. Vous parliez, Sébastien, de l'électorat de Donald Trump à quelques mois maintenant des midterms du début du mois de novembre. Comment a évolué ces derniers mois, disons depuis la fin du mois de février et le début de la dernière campagne militaire en Iran? Comment a évolué l'image d'Israël et de Benyamin Netanyahou dans l'opinion publique américaine, au-delà même des cercles républicains? C'est une image qui est extrêmement dégradée. Tous les sondages montrent qu'en gros, vous avez entre 60 et 70% des Américains qui ont une mauvaise image d'Israël, et ça n'est pas cantonné à l'aile gauche du Parti démocrate. De toute façon, quand vous avez un chiffre si massif, c'est effectivement très fort. Vous avez notamment un chiffre qui est pour moi, selon moi, le plus important. Vous avez 57% des républicains de moins de 50 ans qui ont une mauvaise image d'Israël. Et ce chiffre, il est moins de 50 ans, il est environ de 80% chez les démocrates. Ça n'était pas le cas avant le 28 février dernier, côté républicain. Alors, c'est une dégradation depuis malheureusement le 7 octobre. Clairement, vous avez une dégradation depuis la guerre de Gaza, et donc vous avez un certain discours qui a, je dirais, pénétré dans l'opinion publique américaine. Donc ça dépasse de très très loin le 28 février, mais vous avez raison. La guerre en Iran a encore en fait accentué cela, mais il y avait encore une fois un terreau qui n'était pas favorable à Israël, et la guerre en Iran, je dirais, a encore renforcé cette défiance envers Israël, cette défiance envers Netanyahou. C'est un dirigeant qui est extrêmement impopulaire aux États-Unis, seulement chez les électeurs démocrates, mais pas uniquement. Et donc oui, vous avez une dégradation lente et continue, parce que vous avez évidemment le coût de l'essence qui est évidemment porté au débit d'Israël. Voilà, la guerre qu'Israël a imposée, etc. C'est un discours qui infuse quand même dans l'opinion publique américaine. Donc là, encore une fois, vous aviez un terreau très défavorable à Israël. La guerre en Iran a encore aggravé une situation qui n'était de toute façon pas bonne depuis un certain temps déjà. Et c'est sur cette dégradation de l'image d'Israël et de Benyamin Netanyahou aux États-Unis sur laquelle surfe, qu'installe, qu'alimente, que nourrit le maire de New York, Zohran Mamdani, qui avait publiquement appelé à l'arrestation de Benyamin Netanyahou lors de son passage aux États-Unis, ce qu'avait désapprouvé publiquement là aussi Donald Trump. Et il se passe quelque chose de très fort aujourd'hui. Vous avez une vraie bataille pour le contrôle du Parti démocrate, et vous avez le Democratic Socialist of America, qui est le parti de Mamdani, qui fait une espèce d'entrisme au sein du Parti démocrate et qui gagne des primaires. Ce sont des primaires en fait ouvertes au sein du Parti démocrate, et les Democratic Socialist of America sont capables d'y concourir. Et aujourd'hui, ce groupuscule, mais qui prend de l'importance, est en train de se rendre compte de différence avec les démocrates mainstream sur la sécurité sociale, sur l'environnement, sur d'autres sujets sociaux. En revanche, là où ils peuvent se différencier, c'est sur Israël. Et ça n'est pas uniquement en critiquant la politique de Netanyahou, ça va beaucoup plus loin. C'est une remise en cause de la légitimité d'Israël. Et il y a, au sein notamment des électeurs démocrates les plus mobilisés, ceux qui votent dans les primaires, il y a une vraie défiance envers Israël, et quelque chose d'assez problématique même sur le fait est-ce qu'Israël est sur sa légitimité ou pas. Et donc on peut capter cet électorat en se positionnant fermement et de manière répétée, non seulement contre Benyamin Netanyahou, sa politique, mais plus globalement sur l'État d'Israël, voir la légitimité de son existence. On en est là chez ces démocrates?
on en est là chez une partie des démocrates. Encore une fois, j'insiste, c'est des électeurs qui votent dans les primaires démocrates, c'est-à-dire ce sont les plus mobilisés, mais c'est comme ça en fait que vous gagnez de l'importance. Vous vous adressez à cette partie de l'électorat, et en fait, vous parlez de sujets sociaux, et puis très très vite, vous réorientez le sujet sur Israël. Je vais vous donner juste un exemple si j'ai le temps. Il y a eu un débat hier entre deux candidats pour la primaire démocrate pour le Sénat dans le Michigan. Et le candidat très Israël qui s'appelle Abdul El-Sayed, on lui pose une question sur le coût de la vie. Au bout de 20 secondes, quelqu'un a mesuré. Il a tout de suite passé sur le lobby pro-Israël, en fait, qui détourne de l'argent qui devrait aller aux Américains et qui finance, en fait, aujourd'hui, l'effort de guerre Israël. Et je pense que ça, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement dangereux qui se passe au sein du Parti démocrate. Beaucoup de démocrates plus centristes, mais même à gauche, sont en train de tirer la sonnette d'alarme parce qu'Israël devient une espèce de sujet fédérateur et mobilisateur, pas uniquement, encore une fois, sur la politique, mais sur son existence même et sur son influence aux États-Unis. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement inquiétant pour le statut d'Israël aux États-Unis. Merci beaucoup, Sébastien Lévy, d'avoir été avec nous en direct dans le Grand Journal. Vous êtes journaliste correspondant aux États-Unis de Radio J. On peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et toutes les plateformes d'écoute, ainsi qu'en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Bon après-midi à vous et très bel été.